Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être présents aujourd'hui pour l'inauguration de ce cycle de conférences de l'Agence spatiale européenne. Alors je m'appelle Julie Brière, je travaille au département de la communication. L'ESA est ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette première conférence qui va porter sur le sujet du vol spatial habité en Europe. Alors vous l'aurez compris avec la vidéo d'introduction, l'ESA c'est un ensemble de missions dédiées à l'exploration et à l'utilisation pacifique de l'espace. Alors l'ESA est engagée dans la construction et le lancement de fusées, dans la construction et le lancement de satellites pour aller observer la Terre, mais également dans la réalisation de grandes missions scientifiques pour tenter de répondre à des questions fondamentales. Qu'est-ce que l'univers? De quoi est-il fait? D'où venons-nous? Mais alors l'ESA est également engagée dans la formation des astronautes qui vont être amenés à partir dans l'espace, notamment dans la Station spatiale internationale. Et aujourd'hui, c'est sur ce sujet-là qu'on va se concentrer, le sujet du vol spatial habité. Et pour en parler, j'ai avec moi aujourd'hui un panel d'exception. Et je vous demande d'accueillir sans plus tarder Jean-François Clairvoy, astronaute de l'Agence spatiale européenne. Loredana Bessonnet, qui est formatrice des astronautes de l'Agence spatiale européenne. Arnaud Prost, membre de la réserve des astronautes de l'Agence spatiale européenne. Et enfin, Nathalie Tingeot, qui travaille aux relations extérieures et qui est également chef du projet Histoire de l'Agence spatiale européenne. Alors merci à tous les quatre d'être présents ce soir pour partager votre expertise du vol spatial habité. Alors pour rentrer directement dans le vif du sujet, moi je voudrais me tourner vers toi Jean-François, tout d'abord parce que tu es parti 3 fois dans l'espace, tu cumules 675 heures de vol dans l'espace. Tout d'abord Jean-François, pourquoi est-ce que l'humain souhaite aller dans l'espace ? Parce que l'humain aime explorer, aime accroître ses connaissances et donc ça démarre dès l'enfance. Vous prenez un bébé qui commence à peine à ramper au bout de 6 mois, vous le mettez dans le coin de votre salon, est-ce qu'il va y rester ? Non. Il y a quelque chose qui le pousse à explorer pour mieux connaître son environnement et voir où est-ce qu'il y a à manger, où est-ce qu'il y a des menaces, où est-ce que je peux me réfugier et où est-ce que c'est beau. Et on est tous émerveillés quand on explore parce qu'on voit de nouvelles choses. Et l'exploration, c'est pas que les vols habités, c'est les sondes dans le système solaire, c'est les télescopes comme Hubble ou le James Webb pour l'univers. Et Roger Maurice Bonnet qui est là, c'est quelque chose puisqu'il est le père de beaucoup de missions d'exploration de l'Agence spatiale européenne. Voilà, donc c'est l'envie, c'est un goût de l'aventure, l'envie de vivre de nouveaux territoires. Alors je porte ici le symbole de Starfleet, Star Trek, parce que je trouve que l'ESA fait exactement ce qu'étaient les missions du capitaine Kirk. Explorer de nouveaux mondes étranges, rechercher de nouvelles formes de vie, on n'a pas trouvé. Aller là où on n'est jamais allé. C'est ce qu'on fait à l'ESA, votre agence spatiale. Voilà. Et donc je suis content d'en avoir fait un petit bout, comme beaucoup de mes collègues ici. Merci Jean-François. Nathalie, tu souhaitais rebondir ? Oui, je voulais dire quelque chose à propos de l'exploration qui est assez peu connu. C'est qu'en fait, l'homme a exploré depuis qu'il est homme, en fait, en regardant les étoiles et en parcourant la Terre, à la recherche de terres arables, à la recherche d'une vie meilleure, à la recherche de nouveaux mondes, de conquérir des marchés. Et en fait, aussi, il a cherché des routes pour faire le tour de la Terre. Donc, vous voyez, traverser les glaces au nord du Canada pour trouver de nouvelles routes plus courtes. Et en fait, c'est au moment où on a pu faire tout le tour de la Terre, grâce aux canaux qui ont été construits, grâce aux routes qui ont été découvertes, qu'on a lancé Spoutnik en 1957. Donc vraiment, c'est à ce moment-là qu'on s'est projeté dans une autre exploration et un autre univers. Donc quand on a fini d'explorer la Terre, on est parti dans l'espace. Alors, tu viens de nous donner une lecture un peu plus historique de la chose. Justement, je l'ai dit à l'instant, tu es chef du projet Histoire à l'ESA. Est-ce que tu peux remettre en perspective historique les débuts de l'ESA et particulièrement du vol habité en Europe ? Oui, bien sûr. Alors, on n'a pas pour coutume de prendre, ou pour convention, de prendre 1957 et Spoutnik comme le début de l'exploration. Mais en fait, évidemment, l'astronomie a commencé bien avant, dès l'Antiquité, et même avant, on s'intéressait à l'astronomie. L'astronautique a précédé, évidemment, l'envoi de Spoutnik, la science des fusées aussi. Donc, par convention, on commence en 1957. 1961, vol de Yuri Gagarin
donc qui est aussi un point clé. John Glenn l'année suivante. En 1965, on a pour les Français un petit cocorico qui est le lancement d'Astérix, le premier satellite français. Donc ça, c'est important. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'on peut croire que l'ESA, l'Europe est partie en retard par rapport à tout le monde, mais non, parce que la NASA a été fondée en 1958 et déjà en 1959, les scientifiques qui avaient fait le CERN parlaient de faire une Europe de l'espace et en 1962, on a signé les conventions. Donc vous voyez, on est lancé assez vite. On a d'abord deux organisations, une pour les lanceurs, une pour les satellites, qui fusionnent en 1975. Et vous voyez ici le bâtiment qui a été racheté, qui était une usine Thomson, qui a été racheté pour devenir le siège que vous voyez aujourd'hui. Mais il a d'abord une autre apparence, tout en carreau blanc, que les gens du quartier, et monsieur le maire notamment, connaissaient bien. Et dans les vols habités, j'ai parlé du Yuri Gagarin, de John Glenn évidemment. Ce qui est important pour nous, le vol de Jean-Loup Chrétien en 82 évidemment pour la France est très important. Pour l'ESA, une date à retenir, c'est 98, qui est à la fois la signature du Memorandum of Understanding pour la station spatiale, mais aussi la création d'un corps européen des astronautes qui va progressivement absorber les différents astronautes qui avaient connu d'abord une sélection nationale, qui avaient volé pour leurs États et puis qui après vont voler pour l'ESA. Et on peut compter, aujourd'hui je crois qu'il y a 30 astronautes de l'ESA qui ont déjà volé et il y en a 5 qui voleront, j'espère, très bientôt. Merci Nathalie. Alors dans toute cette chronologie, tu as évoqué les sélections tout d'abord nationales. Donc c'était le CNES, le Centre national d'études spatiales, c'est l'agence spatiale française. Donc tout d'abord, les sélections d'astronautes s'effectuaient à l'échelle nationale, puis à l'échelle européenne. Et dans ces sélections-là, on retrouve du coup la sélection de Jean-François et la sélection d'Arnaud. Et on va revenir un petit peu sur vos parcours à tous les deux parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de similitudes. Alors premièrement, vous êtes tous les deux diplômés de Polytechnique, Jean-François en 81, Arnaud en 2015. Vous complétez tous les deux vos études à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, c'est l'ISAE Supaéro. Alors Arnaud, tu fais en parallèle un master d'astrophysique et de planétologie. Toi, Jean-François, tu passes le brevet d'ingénieur navigant d'essai de l'EPNER. Vous partagez aussi, vos parcours académiques vous mènent tous les deux à la Direction générale de l'armement, où vous exercerez en tant qu'ingénieur d'essai en vol. Et vous partagez deux passions, le vol et la plongée. On aura l'occasion d'y revenir. Donc toi, Jean-François, tu voles à bord de l'Air0G, où tu reproduis des vols paraboliques. Et toi, Arnaud, tu es pilote à bord de l'AWACS, qui est un avion de surveillance. Alors Jean-François, tu es sélectionné en 85 pour faire partie du deuxième groupe d'astronautes français. Et en 92, tu intègres le corps des astronautes européens de l'ESA. Et toi, Arnaud, tu intègres le corps de la réserve des astronautes de l'ESA en 2022. Alors, on peut se mettre d'accord sur le fait que ces deux parcours qui se font un peu écho. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir astronaute tous les deux ? Jean-François ? Alors, en fait, enfant, je pensais que j'irais dans l'espace sans problème, facile, parce que le professeur, quand j'avais 10 ans, lors d'Apollo, disait quand vous serez grand, ce sera démocratisé, vous irez passer le week-end, et j'ai grandi comme ça. Après, j'étais fasciné par la capacité des humains à fabriquer des machines et à les envoyer très loin. Et les sondes voyageurs, vous savez que les sondes voyageurs, on les a lancées toutes les deux il y a 47 ans. Elles ont toutes les deux quitté le système solaire aujourd'hui. Elles sont à plus de 20 milliards de kilomètres de Terre. Voyageur 1 a eu quelques glitches il y a quelques mois. On vient de les résoudre. Donc les deux sondes aujourd'hui marchent en continu depuis 47 ans. Et ça m'a donné envie, quand j'étais à l'école polytechnique, je voulais être télécommandeur de sondes interplanétaires. Voilà. Je voulais télécommander des vaisseaux spatiaux. J'adorais l'aéromodélisme. Et donc, mon premier projet au CNES, c'était le projet franco-soviétique Vega. Donc, j'ai travaillé sur une sonde. J'étais en charge d'automatisme de bord à 24-25 ans. D'une sonde franco-soviétique qui allait étudier la planète Vénus et la comète de Halley. Voilà. Et puis, quelque part, j'avais le goût de l'aventure. J'avais tous mes brevets sportifs de parachutisme. J'étais pilote privé. Donc, quand le CNES a lancé en 84 une nouvelle sélection d'astronautes, je me suis dit, c'est évident, c'est pour moi, et il faut que j'essaye. Bon, si je ne réussis pas, tant pis, mais je peux pas, je regretterai, quoi. Donc, tous les astronautes sont des personnes qui ont eu la démarche personnelle de répondre à un appel à candidature. Il n'y a pas un seul astronaute à qui on a dit tiens, toi, on aimerait bien que tu deviennes astronaute. Ce sont tous des hommes et des femmes qui d'eux-mêmes ont décidé
de répondre à un appel à candidature. Et c'est passionnant, on apprend des tas de choses sur soi. Hein. Tu peux en parler, Arnaud? Oui, bien sûr. Donc, pour moi, c'est plus simple de répondre à la question. J'ai voulu devenir astronaute parce que je voulais faire comme Jean-François, hein, comme tu l'as dit depuis le départ, c'était la même chose. Non, je plaisante. Je pense que c'est une question qui est assez simple, mais pourtant c'est assez difficile en fait d'y répondre parce que ça fait appel à énormément de choses différentes. Et donc pour moi, je vais essayer il y a une image que j'aime bien pour répondre à pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'être astronaute. C'est que c'est une passion comme l'espace, c'est un peu comme une flamme. D'abord, faut l'allumer, c'est ce que disait Jean-François, c'est des choses qui ont allumé sa curiosité. Ensuite, il faut l'entretenir et ensuite, dans un second temps, il faut se demander qu'est-ce qu'on éclaire avec ça. Et donc moi, dans mon cas, un peu pareil, quand j'étais jeune, je pense qu'il y a quelques événements qui ont participé à ça. Notamment, j'ai eu la chance de grandir avec deux sœurs qui construisaient des navettes spatiales en carton. Alors, c'était pas juste un carton avec écrit fusée sur le côté, hein, c'était différents étages, c'était super évolué et tout. Et donc, moi, je devais aller chercher le scotch et la ficelle dans la cuisine. Et de temps en temps, j'avais la chance de faire un vol. Et donc, je pense que ça a démarré une passion. Je me rappelle très bien la première fois que j'ai regardé l'espace avec des jumelles. Les premiers livres aussi que j'ai lus un petit peu plus tard, Hubert Reeves, Stephen Hawking, Jean-Pierre Luminet, dans la partie française, où ça a vraiment allumé une curiosité, en fait, comme Jean-François. J'avais envie de comprendre, j'avais envie de faire partie de cette aventure, de découvrir l'univers autour de moi. Et après, j'ai entretenu ça en grandissant, donc en étudiant la physique, j'ai fait de la cosmologie, j'ai eu mes premières sensations d'impesanteur, donc du coup en faisant de la plongée, où là j'ai eu vraiment la sensation de me retrouver dans l'espace un peu pour la première fois. Et puis j'ai fait des expériences à l'étranger, donc découvert d'autres cultures, aux États-Unis, en Russie. Après, je suis devenu ingénieur, pilote d'avion. Et tous ces éléments, j'ai eu la conviction que c'est en faisant le métier d'astronaute que j'allais pouvoir réunir toutes ces passions et que ça allait me rendre heureux. Et finalement, c'est ça le plus important, je pense, c'est que je voulais faire et je veux faire un métier qui me rend heureux comme tout le monde. Et ensuite, donc, le deuxième point, ce que je disais, c'est finalement, c'est quoi le sens? Qu'est-ce que ça éclaire, cette flamme? Et ça, un peu comme le disait Jean-François, comme l'a dit souvent, parce qu'il fait partie des personnes qui m'ont inspiré, donc vous allez retrouver beaucoup de mes réponses, c'est que je pense qu'explorer l'espace, c'est un des moyens qu'on a à notre disposition de rendre le monde un peu meilleur. Parce que c'est un moyen d'émancipation scientifique, de comprendre, de réduire un petit peu l'absurdité qu'on a autour de nous, une planète comme ça dans l'espace, perdue dans le cosmos. Aller voir, faire cette expérience, c'est une façon de comprendre. C'est tellement difficile que ça exige vraiment le meilleur de nous-mêmes en termes de compréhension scientifique et technique. C'est tellement difficile que ça exige de collaborer, et donc c'est vraiment un vecteur de collaboration pacifique entre les nations. Et surtout, ça fait rêver. Et ça, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la valeur de cela. C'est un moyen qu'on a d'avoir un objectif collectif, et donc du coup de faire un groupe, d'avancer ensemble dans une direction, de faire une mission qui nous dépasse. Et donc moi, c'est la raison pour laquelle je suis vraiment extrêmement fier d'avoir été recruté par l'Agence spatiale européenne, de faire partie de cette mission. Et c'est la raison aussi pour laquelle je suis vraiment content de discuter avec vous ce soir. Merci beaucoup Arnaud pour cette réponse. Alors tu parlais de rêve à la fin de ta réponse. Justement, toi tu as pu te rapprocher un petit peu plus de ce rêve d'espace en 2022 quand tu as été sélectionné dans cette nouvelle promotion d'astronaute. Alors il y a 2 Français qui ont été sélectionnés dans cette nouvelle promotion. Il y a Sophie Adno, astronaute de carrière, astronaute française, qui a d'ailleurs reçu son diplôme d'astronaute ce lundi au Centre européen des astronautes à Cologne. Et on a Arnaud Prost qui a été sélectionné dans la réserve des astronautes. Alors Arnaud, surtout après ton discours, on a un peu tous envie de savoir là, comment on fait pour devenir astronaute. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le processus de sélection pour devenir astronaute ? Oui, alors comme l'expliquait Jean-François, la première étape, c'est toujours en fait de lever la main lorsqu'il y a une campagne de sélection des astronautes qui est organisée par l'Agence spatiale européenne. En tout cas, en ce moment, c'est comme ça que ça se passe. C'est assez rare. Donc là, il y a eu une campagne de recrutement en 2021, qui démarre en 2021. La précédente, c'était en 2009. Donc voilà, c'est tous les 12-13 ans. Et à ce moment-là, donc, il faut faire la démarche personnelle de lever la main et de candidater. Donc là, en 2021, il y avait au départ 22 500 candidats sur tous les pays qui sont membres de l'Agence spatiale européenne. Et au fur et à mesure, il y a différentes étapes de sélection qui se suivent les unes après les autres, et donc de moins en moins de candidates et de candidats qui sont encore en lice.
Donc on nous évalue sur nos capacités techniques, notre maîtrise des langues étrangères. Il y a aussi des tests psychotechniques, de mémoire, de concentration. On évalue notre capacité à travailler en groupe. Ensuite, on a une étape qui est dédiée à la partie médicale, vérifier qu'on est dans un état de santé qui est compatible avec l'exploration spatiale. Et ensuite, on a différentes épreuves où c'est des entretiens où on jauge notre motivation. On se pose la question, est-ce que finalement on a la capacité de devenir un astronaute? Parce que quand on est recruté, c'est juste le début de l'aventure. Et donc du coup, à la fin, eh bien, on en arrive à 17 personnes. C'est celle que vous voyez ici. Merci Arnaud. Alors, qu'est-ce qui t'a semblé le plus difficile dans ce processus de sélection? Alors, je pense que honnêtement, pour moi, l'étape la plus difficile, finalement, c'est l'étape médicale. Parce que c'est celle sur laquelle vous avez absolument aucune emprise. Et il faut avoir conscience que c'est complètement de la chance, en fait. Pendant une semaine, vous allez subir tout un tas d'examens possibles et imaginables pour vérifier votre état de santé. Et sur ça, vous avez qu'un contrôle vraiment très limité. Et moi, pendant la sélection, j'ai rencontré des personnes, des candidats vraiment que j'aurais suivis les yeux fermés de l'autre côté du système solaire. Et pourtant, sur un examen, on a découvert quelque chose d'absolument mineur dans la vie de tous les jours, mais qui, dans le contexte de l'exploration spatiale, peut représenter un risque particulier et donc les a empêchés de continuer dans cette sélection. Et donc, c'est cette forme d'injustice, d'une certaine façon, j'ai trouvé que pour moi, c'est ce qui faisait que cette étape était particulièrement impressionnante et difficile. Merci Arnaud. Alors, on observe quand même une sorte de changement de paradigme dans la sélection des astronautes. Je ne sais pas si vous connaissez le film L'étoffe des héros. Avant, on recrutait en réalité des profil presque héroïque tant les probabilités d'échec des missions étaient élevées. On rappelle que pour la mission Apollo 11, le risque d'échec était d'environ 1 chance sur 10, ce qui est énorme. Aujourd'hui, la nature des missions a évolué, les technologies ont évolué, la durée des missions également a changé. Alors, on a donc un besoin de profil qui est fondamentalement différent. Jean-François, nous, on s'imagine que tu as connu une sélection qui est très différente de celle d'Arnaud. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et surtout nous expliquer comment, selon toi, cette sélection a su s'adapter à ce besoin de profil différent? En résumé, on peut dire que les tests dits physiologiques spéciaux n'existent plus du tout. Donc à l'époque, nous, on allait dans des salles de torture. Alors on a été testé sur des tables basculantes, sur les tabourets tournants de vomissement, sur les chambres à vide, sur les centrifugeuses. Donc c'était encore un peu l'époque de l'étoffe des héros. Alors que les sélections de 2009 et la dernière, le seul test qui demande un effort physique, c'est un test médical qu'on appelle le test d'effort, qui n'est même pas un test de performance sportive, c'est juste vérifier que vous n'avez pas de maladie cardiaque ou pulmonaire. Mais à mon époque, on était encore... à mon époque, ça fait drôle de dire ça. On ne savait pas encore. Donc, et les Russes et les Soviétiques exigeaient ces tests. Donc, mais moi, j'ai toujours adoré les manèges de foire depuis que je suis petit et c'était génial. Enfin, la centrifugeuse à 5G, 8G, 10G, le tabouret qui tourne à 2 tours minutes et pendant qu'il tourne, il faut basculer la tête à droite, à gauche. Alors, il faut vraiment se concentrer pour ne pas vomir. Il y en a qui vomissent, mais moi, j'ai réussi à résister. Et puis d'autres, comme Claudie Aigneret, pendant qu'elle fait ça, elle tient la conversation avec le toubib. Donc, on n'est pas égaux, hein. Comme dit Arnaud, on n'est pas égaux face à ces tests. Mais maintenant, on sait, juste par l'analyse médicale, en auscultant la personne, on sait dire qu'elle sera capable de supporter le nombre de G, qu'elle sera capable de supporter une dépressurisation. Et donc, il n'y a plus besoin de faire ces tests qui coûtent très cher, d'ailleurs. Alors, tu parlais de la centrifugeuse, la fameuse, c'est une sorte de bras en rotation qui va reproduire la sensation de lancement et qui va vous infliger des jets. Justement, pour vous donner une idée de cet instrument de torture, on a une vidéo de Jean-François dans la centrifugeuse. On vous propose de regarder. Il y a le son? Ah oui. Donc c'est à Bretigny. Et alors le médecin me dit, tu respires comme une femme qui accouche. Parce que si vous videz les poumons, vous ne pouvez plus les regonfler, c'est trop lourd. Alors, le premier organe affecté, c'est la vision. On perd les couleurs. On voit en noir et blanc, puis le champ visuel se rétrécit. Je ne suis pas allé jusqu'au... Pour aller plus vite à la reprise de la respiration et bien bloqué surtout. Faut bien que la pression monte là dans le thorax. Et puis,
Enfin, c'est impressionnant, hein. Ça fait pas mal, mais c'est dommage que tu n'aies pas suivi. mais c'est sympa parce qu'il nous explique tout. Il nous explique pourquoi on fait ces tests. Voilà. Mais tout ça, c'est fini. Voilà, c'est une époque maintenant. C'est dommage, mais. Ça t'a manqué, Arnaud? Oui, c'est vrai que ça me rend jaloux. Hein, mais non, mais attends, je peux dire quelque chose oui. Parce que Arnaud, avec son brevet de pilote de chasse, il a vécu pire que ça. Parce que nous, on n'a pas de pantalon anti-G. Lui, il a un pantalon anti-G, mais il monte à 8, 9 G. Donc, il a fait la centrifugeuse en tant que pilote de chasse. Hein. Et même, on a fait de la centrifugeuse à Bretigny. Donc, dans le cadre de la formation de chasse, justement, on fait un passage en centrifugeuse dans la partie armée de l'air. Mais en tout cas, en tant que membre de la réserve, pour l'instant, j'ai pas eu la chance d'être centrifugé. J'espère que ça arrivera prochainement. On te souhaite que ça arrive. Alors, on a évoqué le processus de sélection des astronautes qui a l'air long et assez périlleux. Maintenant, il nous reste la partie non négligeable de l'entraînement. Et l'entraînement des astronautes, c'est un sujet dont toi, Loredana, tu es experte, puisque tu es ingénieure de formation. Tu as rejoint l'Agence spatiale européenne dans les années 90 et depuis, tu as dédié toute ta carrière à l'entraînement des astronautes, donc carrière que tu exerces depuis Cologne au Centre européen des astronautes. Et alors, avant de t'écouter témoigner sur cet entraînement, il y a quelqu'un que vous connaissez sûrement qui a souhaité vous laisser un petit message. On regarde. Bonjour à toutes et à tous, c'est Thomas Pesquet. Je suis ravi de participer aujourd'hui à votre accueil au quartier général de l'ESA à Paris. C'est la première fois que ce quartier général qui a été rénové récemment est ouvert au public, donc c'est un grand moment. L'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, comme vous le savez sans doute, on est répartis dans beaucoup de pays européens. On a la chance d'avoir le quartier général à Paris. Malheureusement, je ne peux pas être avec vous ce soir. Je vous parle depuis le Centre européen des astronautes qui se trouve à Cologne, en Allemagne, à 3h30 de train de Paris. C'est là que j'ai passé la plupart de ma carrière, la plus grande partie de ma carrière. Et c'est là que les astronautes européens sont basés. Moi et mes collègues s'entraînent pour leur vol vers la station spatiale et demain, leur vol un peu plus loin, vers la Lune. Donc la Station spatiale internationale répartie entre beaucoup de pays, donc l'entraînement se passe pas uniquement ici à Cologne, mais ça vous allez en entendre parler par Loredana après moi. On a ici derrière moi la piscine d'entraînement des astronautes pour découvrir comment opérer en impesanteur dans un scaphandre à l'extérieur de la station. C'est ici qu'on fait nos premiers pas dans cet univers-là. Ensuite on va porter ça au niveau supérieur à Houston, à la NASA. C'est aussi au sein de la NASA et de nos collègues russes, japonais, canadiens qu'on va apprendre tous les systèmes de la station spatiale, qu'on va apprendre à la maîtriser, qu'on va apprendre aussi à la réparer, qu'on va apprendre à réaliser nos expériences scientifiques et les programmes ambitieux qui sont les nôtres sur des missions de 6 mois. Des choses aussi un petit peu plus fun, on fait du pilotage, c'est important aussi de se mettre dans des conditions réelles, de se mettre dans des conditions où nos décisions ont de l'importance. Il faut travailler la prise de décision, le travail en équipe. On se met dans des situations extrêmes avec des stages sous terre dont Loredana, encore une fois, vous parlera, des stages de survie, que ce soit dans les milieux extrêmes, en mer, dans le désert ou en milieu froid. Ça apprend à se connaître soi-même, à connaître ses collègues et puis à savoir comment fonctionner en équipe. C'est des choses qui vont nous servir ensuite pour ces missions d'isolation pendant des mois à bord de la station spatiale. Voilà, donc vous l'avez compris, c'est une aventure qui nous emmène un peu partout dans le monde. Et donc malheureusement, je peux pas être avec vous aujourd'hui, mais je vous souhaite encore une fois une très bonne visite. Vous êtes entre de bonnes mains. Je vous salue encore une fois depuis le Centre des astronautes, la maison des astronautes européens. Loredana, qui fut ma première instructrice en 92. C'est vrai. Qui a instruit des centaines d'astronautes, cosmonautes depuis, enfin... Ils ne sont pas faciles. Hein, et voilà. Il y a plein, vous avez vu comment on les sélectionne et après, il faut les entraîner. Ouf. Ouais. Et bien justement, Loredana, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cet entraînement des astronautes? Et oui, l'entraînement aussi a un peu évolué depuis le temps parce qu'on change les véhicules. Et en fait, avec les véhicules, on change aussi l'entraînement. Mais vous avez vu, on sélectionne des astronautes qui sont des pilotes, des ingénieurs, des médecins. Mais en fait, sur la station spatiale, il doit être des ingénieurs, des médecins, des pilotes, des plombiers. Il doit sortir avec des activités extravéhiculaires. Il doit être, bien sûr, des aides pour les autres. Il faut résoudre des problèmes informatiques, mais il faut les entraîner tous sur tout ça. Alors, il faut qu'ils soient capables de tout faire. Pas bien sûr, ils seront pas des chercheurs dans tous les endroits, dans tous les domaines, mais ils doivent
quand même faire des expériences pour les autres. Alors, on commence avec un entraînement d'introduction qui dure à peu près 1 an. Et on a la première, en fait, cette semaine, on a eu les premiers. Et après, ils commencent en cycle. Et ils passent 6 mois dans l'espace et ils s'entraînent toute leur vie, en fait. Et nous, sans jamais être dans l'espace, il faut être capable de les entraîner sur des choses qu'ils connaissent très bien, normalement, mais pas dans un domaine très spécifique. Alors voilà, maintenant, on a des astronautes qui sont des pilotes, des médecins, des plombiers, voilà, ils font tout. Ils doivent savoir tout faire, donc pas de pression, Arnaud. Alors, dans la vidéo, Thomas, il évoque les entraînements de survie dans plusieurs milieux extrêmes, en mer, dans le désert ou en milieu froid. Est-ce que tu peux nous en parler de ces stages et nous parler de l'utilité de ces stages ? Bien sûr, ils vont voler dans des véhicules et si ces véhicules ont des problèmes, ils vont atterrir dans des endroits où ils doivent survivre tout seuls. Alors, ils font de l'entraînement spécifique pour être capables de survivre avec ce véhicule, mais il doit aussi comprendre et savoir comment survivre dans la neige, dans le froid, dans l'eau. Alors, il apprend à se procurer de l'eau, à se construire une petite tente, un petit habitacle pour dormir, à chercher de bois, à le couper. Et dans l'entraînement où Thomas était dans la sélection de 2009, à la fin, on leur a donné une carcasse d'une voiture pour leur faire apprendre qu'est-ce qu'on peut prendre d'une carcasse, comme d'une navette spatiale, pour survivre. Ils ont détruit la voiture, mais ils ont trouvé ce qu'il fallait pour survivre dans une semaine de survie. D'accord. Et alors, je crois qu'en Sardaigne, qui était l'entraînement en milieu extrêmement chaud, Jean-François est venu vous rejoindre pour donner quelques conseils sur le travail d'équipe, si je ne me trompe pas. Alors, on m'avait nommé coach de la promo 2009, donc pendant 1 an, je les ai de temps en temps retrouvés pour des repas, pour des entraînements, et j'étais allé les voir en Sardaigne. C'était en Sardaigne, le mois de survie. Et je faisais le footing le matin, à 7h du matin, 15 km de footing, mais j'ai gagné le sprint à la fin. Mais l'idée, c'est d'échanger, de transmettre, d'être un peu le grand frère qui explique un peu ce qu'est le métier, les choses dont il faut qu'ils se méfient un peu, les choses importantes. Par exemple, je leur disais, quand vous êtes affecté à une mission spatiale, c'est tellement excitant qu'on a envie de penser qu'à ça. Mais il faut consacrer un peu de temps à ce qu'on veut faire après. Parce que si vous attendez que les ressources humaines, j'ai rien contre les ressources humaines, mais les ressources humaines ou au chef, vous attendez au retour qu'on vous dise qu'est-ce que vous allez faire, vous risquez d'être déçu. Or, l'astronaute, c'est la personne la mieux placée pour savoir qu'est-ce qui peut le motiver et l'intéresser après un vol spatial et qui est utile pour l'agence. Par exemple, pour Thomas, c'est de devenir pilote de notre avion 0G. Et c'est vrai que c'est un vrai challenge. Et lui qui est pilote d'avion de ligne, c'est sûr que ça correspond à quelque chose qu'il aime faire. Il y en a, ils retournent enseigner dans les universités. Mais voilà, je leur parlais de la vision de la Terre, de l'importance de regarder l'atmosphère par sa tranche. Parce que quand vous êtes dans l'espace, vous avez tendance à regarder ce qu'il y a en dessous. Mais quand vous regardez l'horizon, qui est à 2500 km, vous regardez l'atmosphère vue par sa tranche, et vous vous rendez compte à quel point c'est une couche de gaz extrêmement mince comparée à la taille de la planète. Et ça fait prendre conscience de la fragilité du vivant. Pas de la planète, du vivant. Parce que quand vous voyez les ouragans, les volcans, les impacts d'astéroïdes, les aurores polaires, la Terre, elle vous paraît hyper puissante. Donc elle était là avant nous, elle sera là après. Voilà, toutes sortes d'expériences. Et puis, c'est aussi pour passer des bons moments ensemble. C'est important de fêter les succès dans les examens, etc. Alors, quand ils stressent un peu. Vous savez, un autre exemple. Quand vous entraînez, je leur dis, vous devez vous mettre mentalement dans l'idée que c'est une vraie mission pour être très performant. Et si vous stressez le jour du décollage, dites-vous que c'est juste une simulation de plus. Et ça facilite le passage. Mais bon, de toute façon, on a des excellents instructeurs qui ont maintenant cumulé des expériences de tellement de vols, de retours d'expériences de vol d'astronautes que aujourd'hui, déjà lors de la sélection, puis après 1 an d'entraînement de base, ils sont prêts à partir en vol et être très performants. Alors, on comprend que ces stages, cette formation, elle est très orientée sur le travail d'équipe, de ce qu'on comprend à travers ton discours, à travers celui de Jean-François. Alors, toi, Loredana, tu as créé
une formation bien spécifique, qui est une formation sous terre. C'est la formation à laquelle Thomas faisait référence dans la vidéo. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette formation qui est quand même dans un milieu hostile, puisque c'est dans une grotte? Donc, c'est toi qui l'as créée. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, en fait, les astronautes volent dans l'espace. En ce moment, quand ils vont dans l'espace, normalement, ils vont dans la station spatiale pendant 6 mois. Avant, ils pouvaient avoir des missions un peu plus petites aussi, mais ils vont dans la station spatiale, ils habitent dans un endroit qui a des risques très hauts, vraiment, dans un endroit qui est étranger, où tu vas 45 minutes de jour, 45 minutes de nuit, où il faut toujours être attaché quand tu sors de la station à la paroi pour ne pas tomber, en fait, pour ne pas s'éloigner. Ben, la même chose passe dans une grotte. La grotte est un endroit qui est très similaire à l'espace, pour ceux qui, en fait, comme en fait aussi la mer, sous la mer, il faut bouger, il faut travailler en équipe dans un endroit à risque, il faut explorer. On étudie les explorateurs. Ben, les grottes sont un endroit pas trop exploré encore sur la Terre, comme la mer. Et ben, là, dans le travail d'équipe, avec des astronautes qui ont déjà volé, il apprend qu'est-ce qu'il faut faire pour être des bons explorateurs dans un endroit à risque, comme équipe multiculturelle et multinationale. Voilà, ça c'est que, en fait, eux, ils aiment bien le risque, normalement. Parfois, elle rajoute des difficultés. Elle leur dit, par exemple, là, pendant les 24 heures qui viennent, aucune lumière. Le noir total. Alors, oui, mais alors, moi j'ai envoyé une psychologue la première fois pour regarder qu'est-ce que c'était la grotte. Elle m'a dit, c'est horrible, je suis restée 45 minutes, j'ai vu toute ma vie passer. Ben, j'ai dit, bon, j'ajoute au début, pour les astronautes, un exercice. Je leur enlève la lumière, je leur enlève leur montre, je les laisse tout seuls 45 minutes. Ils ont dormi. Voilà, alors j'ai enlevé l'exercice. Je vais mettre quelque chose un peu plus compliqué. C'était plus dur à ton époque, l'entraînement, Jean-François? les instructeurs n'ont pas le droit de nous donner des exercices qui n'ont pas de solution. Mais ils ont le droit d'être vicieux. Et ils sont forts pour trouver des scénarios vicieux. Alors, Loredana, il reste combien de temps sous terre dans le cadre de cette formation? Il reste 6 jours et 6 nuits, normalement. Ouais, voilà. Dans le noir. Et quand tu t'enlèves le matin, il n'y a pas de lumière. Voilà. Et il faut toujours avoir la lumière près de toi parce que tu t'enlèves, tu ne te bouges pas sans lumière. Bah, sinon, c'est dangereux. Voilà, c'est important de savoir que tes ressources, il faut bien s'en occuper. Et je crois que Jean-François, Cave, c'est une formation que tu aurais beaucoup voulu faire. Oui, en fait, à chaque fois que Loredana m'a proposé, il se trouvait que je n'ai pas pu la faire, mais la NASA a appris des Soviétiques et des Russes que pour les vols de longue durée, c'était très important que l'équipage se soit bien soudé avant. On a connu dans des missions soviétiques, mais il y a longtemps, des conflits interpersonnels graves, mais vraiment sérieux. Donc la NASA a essayé d'imaginer, d'envoyer des astronautes vivre dans... Alors, il faut les mettre dans des milieux extrêmes où le risque physique est réel. Donc, le grand froid canadien l'hiver par moins 40 degrés, ou le grand chaud par plus 40 degrés dans l'Utah au bord de falaise, ou dans un habitat sous-marin au large de Key West, qui appartient à NOAA. Et Loredana a inventé ce concept qui est adoré de toutes les agences spatiales parce qu'il combine tout à la fois. Le confinement, il ne faut pas être claustrophobe, le risque, le fait que c'est parfois mouillé comme ça, parfois le noir. Et là, vous ne sortez pas de ces exercices sans mieux vous connaître vous-même et les autres. Donc si ça marche, c'est que ça marchera dans l'espace. En même temps, on fait de l'exploration et on a trouvé une nouvelle forme de vie dans la grotte. C'est les astronautes qui l'ont trouvé en 2012, par exemple. Alors, la science, donc on a encore un très bon modèle ici, c'est important ici, là-dedans. Il doit faire des choses et les faire en sécurité, coop équipe. Merci beaucoup Loredana pour cette présentation de cette formation en grotte. On ne l'oubliera pas de sitôt. Et je voudrais terminer ce chapitre sur l'entraînement en parlant de l'entraînement dans l'eau. Parce qu'en fait, dans la vidéo que vous avez vue, Thomas Pesquet se trouve devant un très large bassin qui s'appelle le NBF. C'est le bassin d'entraînement des astronautes. Loredana, pourquoi est-ce qu'on doit s'entraîner sous l'eau quand on est astronaute ? Quand on sort dans des activités extravéhiculaires, on sort avec un scaphandre. Le scaphandre pèse 100 kg.
Pour bouger dans le scaphandre en apesanteur, on simule, bien sûr dans des vols paraoliques, mais dans la piscine. Normalement, des piscines comme la piscine de Cologne ou celle de Houston ont des simulateurs, des maquettes de la station spatiale, et on entraîne les astronautes à bouger autour de la station avec le scaphandre, parce que bouger avec un scaphandre, c'est pas comme marcher normalement. On bouge en 3 dimensions. Il faut apprendre à connaître comment bouger son corps dans des situations très différentes et ne pas se lâcher, ou bien se lâcher de la station. Et apprendre aussi comment s'orienter dans un endroit où on bouge en 3 dimensions. Une chose qui aussi est très, très similaire à la grotte. Donc si je comprends bien, s'entraîner sous l'eau, en fait, c'est l'environnement qu'on a trouvé sur Terre qui soit le plus similaire à l'espace. Bien sûr, pour les activités extravéhiculaires spécifiquement. Yeah, ouais. Et historiquement, on pourrait dire que c'est Buzz Aldrin qui a inventé le concept. Parce que Gene Cernan, qui a été commandant de bord d'Apollo 17, lors d'une mission Gemini, il a été le premier à tester la performance d'un être humain en scaphandre à travailler en dehors d'un vaisseau. Ed White est le premier à être sorti côté américain. Mais Gene Cernan était exténué. Il n'a pas pu, c'était trop difficile. Et Buzz Aldrin a dit à la NASA, il faudrait qu'on s'entraîne en répétant en piscine. Et c'est depuis que tous les entraînements pour les sorties dans le vide extérieur en scaphandre se fait, que ce soit en Russie, en Chine ou aux États-Unis, dans des grandes piscines. Et on commence l'entraînement dans la piscine de l'EAC pour les Européens. Voilà. Alors justement, sur la photo suivante, j'ai une photo de toi, Jean-François, dans le NBF. Tu t'apprêtes à faire une plongée dans le NBF. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des sensations de cette plongée-là ? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà plongé, mais quand vous descendez sous l'eau, si vous êtes bien équilibré, vous pouvez évoluer dans toutes les orientations, changer d'orientation sans trop d'efforts. Donc, l'idée, c'est d'avoir une maquette fidèle d'un élément spatial. Dans ce cas-là, c'était Columbus, notre module européen attaché à la station spatiale. Et on a ici un simulateur plutôt simplifié d'un scaphandre. Donc, on est limité en mouvement. On a un encombrement plus large que celui du corps humain. Il y a des efforts pour fermer les articulations. Et le champ visuel est restreint. Donc, on simule plusieurs contraintes qu'impose un scaphandre spatial. Mais ça coûte moins cher de le faire dans cette situation que de le faire après, dans un deuxième temps, dans un vrai scaphandre qui va sous l'eau, puis après dans un scaphandre qui va dans le vide. Et en fait, ça, on l'a inventé avec Hervé à Cologne. Et tous les astronautes qui ont fait cet entraînement, quand ils ont fait l'entraînement à la NASA après, ils ont fait très vite fait, ils ont été très très vite des très bons plongeurs, des très bons spacewalkers, comment dire, marcheurs dans le vide. Oui, oui. Ça aide beaucoup de le faire d'une baquette. C'est une Fiat. C'est génial parce que quand vous faites ce genre d'exercice, vous palpez, vous vous sentez dedans, vous touchez de près ce que vous allez faire un jour dans l'espace, et donc on adore ça. Alors que rester dans une salle de classe à avoir des cours sur des tableaux, sur des écrans, mais quand on touche, quand on pilote un bras robotique, ou même dans un simulateur où on ne part pas en vrai, mais dans le simulateur de la navette, il y a les mêmes 1000 interrupteurs dans le cockpit que dans la vraie navette. Et par les 10 hublots, on voit par réalité virtuelle ce qu'on verrait si on était dans l'espace. Et on s'y croit. Et quand on s'y croit, c'est jouissif. On a l'impression qu'on est déjà un peu dans l'espace. Et on adore ça. On adore faire ce genre d'entraînement. Mais alors justement, sur la photo suivante, là c'est un peu particulier parce qu'on n'est plus dans le NBF, donc on n'est plus dans le cadre d'un entraînement d'astronaute. Pourtant, c'est bien quelqu'un sur le panel qui est sur cette photo, qui n'est pas très reconnaissable, mais c'est Arnaud. Arnaud, vu qu'on n'est pas dans le cadre d'un entraînement, mais que tu es quand même en scaphandre sous l'eau, qu'est-ce qui se passe là sur cette photo ? Oui, donc effectivement, alors après la super introduction, là, Jean-François il m'a remonté comme un pendule là, avant de parler de cette expérience qui était incroyable. C'est avant en fait de rejoindre l'armée de l'air et de prendre une voie aéronautique, j'ai travaillé d'abord comme plongeur pour une société qui s'appelle la Comex à Marseille, où j'ai travaillé comme scaphandrier là-bas et comme ingénieur, et donc sur le développement de cette combinaison qu'on voit ici, qui est une combinaison expérimentale pour travailler sur la collaboration entre l'homme et le robot dans l'espace et pour travailler sur les contraintes dont parlait Jean-François
d'une combinaison extravéhiculaire. C'est d'ailleurs dans ce contexte, je suis obligé de le dire quand même, que j'ai rencontré Jean-François pour la première fois, puisque c'était il y a 10 ans, et j'étais le plongeur de sécurité, avant d'être dans le scaphandre moi-même, de Jean-François, qui était venu faire une plongée à Comex pour nous conseiller sur les directions techniques à prendre. Et donc j'avais eu la lourde responsabilité. J'ai toujours envie. Voilà, d'assurer la sécurité de Jean-François, et visiblement ça va, je m'en suis bien sorti, puisqu'effectivement il est toujours là. Mais il n'y a pas plus polyvalent qu'Arnaud, polytechnicien, ingénieur super-héros, master en astrophysique, plongeur professionnel, pilote de chasse, bientôt pilote d'essai. Et en fait, il est l'astronaute parfait. Hein, c'est gentil. Donc du coup, je vous racontais donc cette aventure-là. Et donc du coup, là, en fait, dans ce scaphandre, j'avais tout un tas de petits capteurs qui étaient le long de ma combinaison sur mon bras. Ces capteurs étaient reliés à un ordinateur dans mon dos pour communiquer avec ce robot qui était développé par une université allemande. Et l'objectif, c'était de piloter ce robot uniquement avec les mouvements des bras. Et donc, on avait géré ma flottabilité de telle sorte à ce que je sois comme sur la Lune, c'est-à-dire que mon volume compensait grâce à la poussée d'Archimède 5/6 de mon poids, et donc mon poids apparent, j'avais l'impression de peser uniquement 1/6 de mon poids réel, comme si j'étais sur la Lune. Et sur cette combinaison aussi, on avait placé avec Comex des ressorts au niveau des articulations. C'est ce dont parlait Jean-François, qu'il y a des contraintes qui sont liées à l'utilisation d'une combinaison dans l'espace. Vu que vous avez le vide à l'extérieur et vous êtes obligé de pressuriser l'intérieur de la combinaison pour pouvoir respirer, eh bien vous êtes tout le temps en train de lutter comme si vous essayiez de plier un ballon. Et donc là, c'est ce qu'on avait reproduit avec Comex en plaçant des ressorts au niveau des articulations qu'on avait tarés finement pour reproduire les contraintes de cette combinaison extravéhiculaire. Et donc là, ma tâche, c'était d'essayer de faire marcher ce robot dans la bonne direction. Alors, je comprends qu'on réalise des tests sous l'eau pour tester des technologies spatiales. Ça témoigne d'un lien extrêmement fort entre plongée et espace. Et on a d'ailleurs des chiffres assez incroyables à ce sujet, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les océans sont beaucoup plus atteignables que l'espace. Mais en réalité, on a plus de personnes qui ont foulé le sol lunaire, on en a 12 en tout, que de personnes qui sont allées au point le plus profond jamais mesuré de nos océans. Ça s'appelle le Challenger Deep. Il est à 11 000 mètres de profondeur. Et on n'en a que 3 qui sont allés au Challenger Deep. Alors, toi, Arnaud, en tant que passionné de plongée, tu n'es pas encore allé au Challenger Deep, mais tu as quand même effectué une plongée à 2400 mètres de profondeur à bord du Nautile. Et pendant une interview, tu as dit que c'est à ce moment-là, pendant cette plongée, que tu t'es senti le plus proche d'un voyage dans l'espace. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette expérience ? Alors avec grand plaisir. Donc effectivement, sur cette image, ce que vous voyez, c'est un sous-marin qui s'appelle le Nautile, qui appartient donc à l'Ifremer. Et donc on a la chance en France justement d'avoir une institution qui possède un des seuls sous-marins habités qui permettent d'aller jusqu'à 6000 mètres de profondeur. 6000 mètres de profondeur, il faut se rendre compte, c'est vraiment énorme. À cette profondeur, vous avez 600 fois la pression atmosphérique que l'on a là autour de nous. Donc les contraintes sont vraiment monumentales. C'est pour ça que ce sous-marin, en fait, c'est ce que vous voyez là, les 3 petits hublots. En fait, c'est des hublots d'une sphère en titane qui fait 2 mètres de diamètre. Donc c'est quand même assez petit. On est 3 à l'intérieur pendant 8 heures. Donc il faut être à l'aise avec la promiscuité dans le monde sous-marin, on va dire. Et donc du coup, c'est cette sphère en titane qui permet d'aller à des grandes profondeurs. Et donc j'ai eu la chance de faire une plongée avec l'Ifremer, le Nautile. On n'est pas allé jusqu'à 6000 mètres, mais déjà donc à 2400 mètres. Et c'était vraiment une expérience incroyable. Pendant toute la descente, donc qui dure assez longtemps, on met à peu près 1 heure, 2 heures pour descendre à 2400 mètres. Je voyais au fur et à mesure la lumière qui devient de plus en plus faible, et jusqu'à ce qu'on se retrouve vraiment dans le noir complet. Et là, j'ai mis ma tête à travers le hublot et j'ai demandé à l'équipage d'éteindre les phares qui nous éclairaient et qui éclairaient l'eau autour de nous. Et donc là, on s'est vraiment retrouvé dans le noir complet. Et c'était une expérience extraordinaire. Il y avait quand même quelques petites étoiles, puisqu'avec des événements de bioluminescence, à cause du mouvement du sous-marin, tous ces petits organismes qui faisaient une lumière très ténue. Et donc, d'un point de vue, on va dire presque philosophique, sensoriel, comme disait Jean-François, c'était incroyable pour moi, parce que j'avais l'impression de m'être approché plus que jamais auparavant de mon rêve d'explorer l'espace.
Merci Arnaud pour ce très beau parallèle entre espace et plongée. Alors maintenant qu'on a toutes les clés pour réussir la sélection grâce à toi, que l'entraînement n'a plus vraiment de secret pour nous grâce à Loredana, on est prêt à aller dans l'espace. Et toi Jean-François, c'est quelque chose que tu as fait à 3 reprises. 2 missions à bord d'Atlantis, une mission à bord de Discovery, où tu as effectué une mission de maintenance du télescope Hubble. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette mission un peu hors du commun ? Oui, cette troisième mission que Roger Maurice connaît bien, c'est une mission de sauvetage. En fait, il était en panne totale. Il était en mode survie et c'est la seule mission pour laquelle on m'a dit il ne sera pas coopératif, on ne sait pas dans quelle orientation tu le trouveras, il tournera probablement légèrement autour de lui-même, donc à toi de faire de la patrouille serrée avec le bras robotique pour le capturer et de le fixer dans la soute. Donc c'est une mission qui était importante aussi pour l'Agence spatiale européenne, parce que l'Agence spatiale européenne, on ne le sait pas, elle est partenaire et co-développeur de ce télescope, du James Webb, de la navette spatiale. La navette spatiale est le résultat d'un programme de coopération internationale au même titre que l'ISS. Le programme navette spatiale avait un partenaire majeur de l'ESA qui fournissait un module. Et ça, c'est un télescope qui est à la fois américain et européen. Et donc, il sert la science. Il y a plusieurs milliers de scientifiques équivalents plein temps qui vivent des données de ce télescope. Donc, on part... Le Y2K, vous savez ce que c'est Y2K? Year 2000, le passage à l'an 2000, c'était l'obsession de la NASA. Il fallait que toutes les navettes soient au sol avant, parce que la NASA avait peur qu'il y ait un bug informatique à bord si on était dans l'espace au moment du passage à l'an 2000. Donc on a dû écourter un peu la mission, mais c'est une mission qui donne profondément le sens d'avoir servi la science avec un grand S. Merci Roger Maurice de nous avoir fait confiance. Alors la veille du décollage, le patron de la NASA vient nous voir en nous disant « Dan Goldin, on vient de cracher une sonde sur Mars. Alors s'il vous plaît, redorez le blason de la NASA, réparez-moi ce télescope. » Et ça n'avait jamais été prévu cette mission. Toutes les autres missions, c'était des missions d'amélioration, de remplacement prévu d'équipements, de remplacement de capteurs par des plus précis. Mais là, il était mort. Donc on ne pouvait pas faire pire que de le relaisser mort dans l'espace. Mais comme ça a été difficile, les sorties dans l'espace, moi je l'ai regardé de l'intérieur, j'étais le chauffeur au bout du bras robotique, puisque je déplaçais mes collègues devant, derrière. Billy Bob, déplace-moi de un pied à gauche, penche-moi de 10 degrés vers l'avant, déplace-moi de 1 pouce vers le bas. Donc je les mettais dans les positions qui leur permettaient de remplacer tous les équipements en panne. Et puis les sorties dans l'espace ont duré plus de 8 heures. On a battu tous les records. 8h20, 8h11 et 8h01, je ne sais plus. Mais à la fin, on s'est séparés. Le centre de contrôle nous a dit restez en patrouille serrée à 200 ou 300 mètres, le temps qu'on réallume le télescope, parce que bien sûr, quand on travaille dessus, on éteint tout, sinon on peut se prendre des décharges électriques. Et puis après 2 ou 3 co-orbitations ensemble, patrouille serrée, le centre de contrôle nous appelle Discovery, le télescope est 100% opérationnel. Et là, je peux vous dire, pour un astronaute, c'est jouissif. C'est un bonheur d'avoir rempli sa mission. Mais il faut rester concentré parce qu'il faut revenir sain et sauf. Et ce n'est pas simple de rentrer dans l'atmosphère. Mais vous voyez le ciel là, dont parlait Arnaud. Le ciel dans l'espace, il est noir d'encre, même en plein jour. Et on ne voit pas les étoiles si on n'éteint pas toutes les lumières, comme vous faisiez dans le sous-marin. Et moi, je connais des astronautes, ils ont oublié de regarder les étoiles. Il y a la Terre, la Lune, le Soleil, et le reste, c'est noir, apparemment vide à l'infini. Mais quand on éteint la lumière, on voit qu'on n'est peut-être pas seul dans l'univers, parce qu'il y en a partout. Mais on ne sait pas. On cherche. Et lui, il a dit Billy Bob, parce que les Américains ne pouvaient pas l'appeler Jean-François Queroy. Ah oui, Voilà. oui, c'est plus simple. Oui, Billy Bob. Merci beaucoup Jean-François. Alors on comprend que quand vous partez en mission, vous les astronautes, vous avez vraiment un objectif très précis en tête. Mais quand même, nous autres humains normaux, on se pose quand même la question, quand vous êtes tout en haut de votre navette, là, en attendant le décompte final, prêt à être propulsé dans l'espace, qu'est-ce qui se passe là dans la tête d'un astronaute ? Alors, si vous êtes astronaute professionnel, vous ne pensez qu'à une chose, c'est au job, à bien faire le boulot. La peur d'un astronaute, c'est pas de mourir. On l'a évacué tôt au début de l'entraînement, on l'a en tête quelque part. Mais c'est la peur de faire une erreur qui va saboter la mission. Donc on est concentré. Et on écoute les échanges avec le centre de contrôle, le centre de lancement, on se parle entre collègues, on plaisante un petit peu, et puis on essaie de pisser dans sa couche si on a envie, et c'est pas facile. Ça, c'est un challenge d'astronaute. Hein. Achetez une couche culotte pour adultes, hein, et attendez d'avoir envie de faire pipi pour faire pipi dedans. C'est pas facile. Hein. Et j'ai des collègues
que j'avais prévenus. Ils sont pas entraînés, eh bien, ils étaient misérables. Hein. Mais heureusement, ils s'en sont aperçus lors du compte à rebours. Mais on est concentré et on se repasse en tête le film de la mission telle qu'elle devrait se passer normalement. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire en arrivant? Qu'est-ce qu'on va faire l'heure d'après? Comment on va préparer le couchage après? Qu'est-ce qu'on fait demain? Voilà, on est dedans. On est dedans comme dans toute mission opérationnelle pour laquelle on s'est longtemps préparé, pour laquelle on n'a pas droit à l'erreur. Et c'est ce que connaît très bien Arnaud dans son job de pilote de chasse, maintenant de pilote d'avion AWACS. Et puis on le fait en équipe. Et quand en équipe, on regarde la Terre, comme des gamins, on se touche comme ça, regarde là. Et puis c'est génial. Mais il faut prendre sur le sommeil, parce que ces vols en navette sont très intenses, c'est 14 à 16 heures de travail par jour, donc on prend sur le sommeil pour regarder la Terre. Dans l'ISS, on a plus de temps pour regarder la Terre sur ses temps libres, mais c'est quand même assez intense. Mais voilà, c'est un avion incroyable pour laquelle l'Agence spatiale européenne, votre agence, était partenaire. D'ailleurs, est-ce que vous savez combien vous coûte par habitant par an la contribution de la France aux vols habités? Parce qu'il y a... La France dépense, l'ordre de grandeur, c'est 1 euro par habitant par an. La contribution de la France qui fait qu'on a un programme de vol habité, qu'on a des nouveaux astronautes comme Arnaud sélectionnés, qu'on a des instructeurs qui nous enseignent à Cologne. Est-ce que vous savez combien vous coûte par habitant par an l'éducation nationale du budget de l'État? Pour avoir une idée de comparaison, 1 000 euros par habitant par an. Donc ne dites jamais que les vols habités, ça coûte cher. D'accord? Merci. Merci beaucoup Jean-François pour ce témoignage. Alors on vient de parler d'une de tes missions qui date de 99. Maintenant je voudrais me retourner vers toi Nathalie. En tant qu'historienne, est-ce que tu pourrais nous raconter, nous dire quelles sont les missions actuelles de l'ESA dans le domaine du vol habité et surtout quelles sont les ambitions pour les années à venir? Bien sûr. Alors avant, je voudrais raconter une petite anecdote. Je vais faire court, Bien sûr. promis. En fait, j'ai eu la joie absolue d'emmener à Baïkonour Jean-François, Claudie et Jean-Pierre. Merci encore. Pour la mission de Thomas Pesquet, la première mission de Thomas Pesquet. Et en fait, pour moi, depuis ce moment-là, Jean-François Clairvoy, c'est Mike Giver. Parce que, en fait, Claudie, elle était interrogée par les journalistes tout le temps. Donc, c'était la star. Jean-François, Jean-Pierre, c'était le héros national russe, quasiment, parce que c'est lui qui a volé le plus longtemps avec les Russes sur Mir. Et Jean-François, il était couché sous les moteurs de Soyouz pour comprendre comment ça marchait. Donc il disait, je ne comprends pas parce que par rapport à Ariane, c'est pas du tout comme ça. Et en fait, tout le temps qu'on était là-bas, il essayait de comprendre comment ça marche. Donc ça doit être le côté polytechnicien. Mais voilà, depuis... alors, ça me fait penser à un peu ce que tu as dit sur le fait que les astronautes doivent savoir faire plein de choses. Donc c'est le côté couteau suisse des astronautes. L'ESA est aussi un couteau suisse parce que c'est une des rares agences qui fait tout. On fait de la science, bien sûr, on fait de l'exploration, on fait de la navigation, on fait des télécoms. Voilà, on fait quasiment tout le spectre des activités spatiales. Et tout est interdépendant, en fait, parce que quand on est dans la station spatiale, qu'on voit à l'écran, on a besoin de communiquer, on a besoin de naviguer, voilà, donc tout est interdépendant. Alors, sur ce que vous voyez là, la station spatiale, alors vous voyez, en fait, c'est un gros Lego qui fait la taille d'un terrain de football. Alors, ici, il n'est pas complètement terminé, parce que depuis, on a des nouveaux panneaux solaires. Et puis, on ne voit pas la TV que vous voyez là-bas, qui a été un véhicule de transfert automatique qui, pendant quelque temps, a affrété la station et aussi l'a repositionné en orbite. Sauf erreur de ma part, il n'y a que Soyouz qui savait faire ça, à part la TV. Le Progress, mais la TV est le seul qui était automatique et autonome. Il n'avait pas besoin de coopération de la station spatiale. Automatique, c'est-à-dire pas d'intervention humaine, mais le vaisseau européen était capable tout seul de voir où il était, où il devait aller, et il pouvait y aller tout seul, sans que la station lui envoie de données relatives. Alors, il va avoir une postérité, cette ATV, puisqu'on va relancer, on est dans un processus de compétition pour avoir à nouveau un service cargo en Europe. Si on pouvait, à l'avenir, développer par une capacité autonome de vol habité, ça serait vraiment
une ambition pour l'ESA, une grande ambition, disons. On n'a pas renoncé, on espère convaincre nos États membres de le faire. Alors là, on est en orbite basse et c'est l'une des 3 destinations du programme d'exploration de l'ESA qui s'appelle Terra Nova, qui est vraiment comment dirais-je, cette nouvelle ambition d'exploration portée vers des nouveaux territoires. Donc, orbite basse qui traverse un nouveau paradigme puisqu'on va vers la commercialisation de l'orbite basse. Pour l'instant, on est dans ce modèle-ci avec 5 partenaires en coopération qui sont des agences, jusqu'à la fin de la décennie à peu près. Mais à partir de là, on va commercialiser. Donc l'ESA va devoir trouver sa place dans ce nouvel écosystème. Ensuite, orbite lunaire, évidemment. Donc là, on travaille dans le cadre du programme Artemis à fournir des modules pour la prochaine station Gateway, donc qui tournera autour de la Lune. Et là, on sort finalement pour la première fois d'une logique de trajectoire, c'est-à-dire où on part de la Terre pour aller quelque part dans l'espace, on revient sur la Terre, on repart, vers une logique de territoire où on pourra se déplacer d'un endroit à l'autre dans l'espace, avec aussi des véhicules spéciaux qui pourront aller d'un endroit à l'autre dans l'espace. On espère se poser sur la Lune. On a un programme Argonaut d'atterrisseurs. Et on espère se poser sur Mars, alors avec la deuxième partie de notre programme ExoMars, mais aussi avec, disons, l'orbite basse et l'orbite lunaire serviront aussi à se préparer, à entraîner nos astronautes pour éventuellement dépasser finalement les seules missions robotiques et aller peut-être un jour vers une mission humaine martienne. Merci beaucoup Nathalie. Alors tu parlais de voyages éventuels vers la Lune et on va y revenir. Avant tout, je voudrais revenir sur ces différents modules que tu évoquais. On comprend que ce n'est pas uniquement des modules européens, il y a aussi des modules américains, etc. Le vol habité, c'est avant tout une histoire de coopération internationale ? Alors, moi j'ai l'habitude de dire qu'il faut être un compétiteur crédible pour être un partenaire fiable. Et ça, c'est vraiment, ça traduit ce qu'on appelle la compétition. La compétition et la coopération sont consubstantielles à toute activité spatiale. C'est comme les découvertes en sciences. Il y a un côté universel de la science, mais en même temps, on est tous en compétition pour faire la découverte en premier, pour faire l'application en premier. Donc oui, il y a une partie coopération. Alors pourquoi on coopère ? On coopère parce qu'on ne sait pas tout faire. Par exemple, nous, on a des trous dans la raquette. On est certes un très bon couteau suisse, mais il y a encore des choses qu'on a besoin d'apprendre. Il y a aussi des questions on ne peut pas tout financer. L'agence a fait le choix d'être présent sur tout le spectre du spatial, mais ça veut dire que c'est un peu moins d'argent pour les vols habités, un peu moins d'argent. Donc, si on mettait que l'argent sur les vols habités, on aurait plus de développement, plus facile, On aurait notre capsule, on aurait notre vaisseau à nous. Voilà. Donc, nous, on a fait le choix d'être polyvalent parce que derrière chaque activité de l'ESA, il y a des États membres différents, il y a des financements différents, donc il faut représenter un petit peu tout le monde. Donc, bon. Mais on coopère donc pour acquérir des briques qu'on n'a pas encore forcément. On coopère des fois pour stabiliser la coopération sur le long terme. Par exemple, les Américains coopèrent beaucoup avec les autres pour être sûrs d'avoir leur budget voté chaque année. Ça, c'est quelque chose. Chaque année, les Américains la NASA risque de ne pas avoir son budget voté. Tandis que si elle dit, oui, mais alors attention, on a un accord international avec les Européens, on a un accord avec les Japonais, on a un accord... Donc voilà, ça aide un peu à stabiliser sur la longue durée. Voilà. Après, c'est un outil de soft power, l'espace. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on a une 40aine de signataires des accords Artemis. C'est un peu ce qu'on appelle les like-minded, enfin une coalition de like-minded. Donc, l'Amérique est en train de regrouper derrière elle tous les pays qu'elle juge faire partie de son univers et pour les embarquer dans une aventure extraordinaire. Donc voilà, des aspects financiers, des aspects techniques, l'envie de travailler ensemble aussi, l'envie de faire des choses ensemble, et puis un outil de soft power et d'influence pour ceux qui peuvent être les leaders. Je peux rajouter juste un petit truc, il me semble qu'il y a la maquette là. C'est important que vous sachiez ça. Ça, c'est le véhicule qui va amener des astronautes vers la Lune, Orion.
Donc pas que des Américains, Japonais, Européens, Canadiens. La partie avant, c'est une capsule conique, celle que connaît tous, la capsule conique qui rentre dans l'atmosphère. Toute la partie cylindrique arrière et les panneaux, c'est 100% européen. L'Europe est sur le chemin critique des missions de retour habité vers la Lune. L'ESA est sur le chemin critique. Vous êtes sur le chemin critique. Et c'est pour ça qu'on a droit à des sièges, comme tu l'as dit, sur certaines de ces missions à venir. On aura 3 vols d'astronautes prévus déjà, donc 2 sur des missions Artemis qui sont déjà fixées, et puis un 3e qui reste à déterminer. Et on espère bien aller faire marcher un Européen sur la Lune avant la fin de la décennie. Ce sera peut-être toi, Arnaud. Ça va être short, je crois. Mais... Alors justement, la NASA parle d'un alunissage à horizon 2026. Loredana, toi qui entraînes les astronautes, est-ce qu'on est prêt à retourner sur la Lune ? On est encore en train de développer beaucoup, mais ce qu'on sait, c'est qu'est-ce qu'on va trouver dans la géologie de la Lune. Et bien sûr, une des éléments plus importants, c'est de retourner sur la Lune pour étudier la Lune et avec ça, étudier l'histoire de la Terre. Alors nous, on a l'ESA en cours qui en a développé déjà avant d'Artemis, qui est en cours de géologie planétaire. Thomas a participé l'année passée. Et voilà, on les entraîne à devenir des géologues ou des collaborateurs des géologues pour être sûr qu'ils ramèneront les prochains échantillons lunaires, les meilleurs qu'on peut, parce que les scientifiques ont besoin de ça et ont besoin d'avoir des partenaires qui sont entraînés. Voilà, on les entraîne. Alors on s'y prépare, donc là on parle d'un alunissage éventuel sur la Lune, mais on a parlé tout à l'heure avec Nathalie du Gateway, c'est une station en orbite lunaire, donc vous allez en voir la photo juste là. Jean-François, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du Gateway ? Qu'est-ce que c'est ce projet ? Alors il a tellement évolué, mais le Gateway, en français le portail, c'est la future station spatiale internationale. Et elle sera autour de la Lune. Le but, c'est d'apprendre à vivre, ravitailler, réparer, entretenir un véhicule qui est dans le même milieu interplanétaire qu'entre la Terre et Mars. Et elle est sur une orbite telle qu'elle permettra à volonté de faire des allers-retours à la surface où on veut sur la Lune. Donc voilà, c'est une station spatiale internationale sur une orbite très bizarroïde, qui permet de la garder un peu stable, parce que si vous mettez juste en orbite circulaire autour de la Lune, comme nous on fait autour de la Terre, c'est une orbite qui mène au crash très vite. Donc c'est une orbite qui est très proche et parfois très éloignée de la Lune, mais elle permettra de faire des allers-retours, peut-être pas sur toutes les missions, et encore, comme le disait Nathalie, de continuer à coopérer, à travailler ensemble. Voilà, c'est en tant que contributeur à l'Agence spatiale européenne, vous êtes futur copropriétaire de cette station autour de la Lune, le Gateway. Et en fait, le Gateway sera utilisé aussi dans le programme de Moon to Mars pour simuler des vols sur Mars. Une partie du Gateway sera destinée à mettre des astronautes en isolement pour simuler des missions martiennes et commencer à se préparer aussi à aller sur Mars. Voilà, à propos d'entraînement. C'est d'ailleurs tout le programme lunaire qui vient. La raison d'être numéro 1, c'est apprendre à proximité de la Terre sans prendre trop de risques, ce qu'on veut pouvoir faire un jour autour de Mars et sur Mars. Alors justement, peut-être une dernière question sur Mars, parce qu'on entend beaucoup parler de missions vers Mars, de colonisation même de Mars. Arnaud, toi qui représentes le futur de cette génération d'astronautes, est-ce qu'on est prêt à à y aller sur Mars ? Si je vous écoute, je suis sur la Lune en 2030, sur Mars. Non, alors, en réalité, pour répondre honnêtement à la question, je pense que là, actuellement, on n'est pas prêt pour aller sur Mars. On n'est pas prêt parce qu'il y a un certain nombre d'enjeux techniques, technologiques, sur lesquels on n'a pas encore de solution. Notamment sur Mars, une des difficultés principales, c'est que l'atmosphère de Mars, elle est extrêmement peu dense. En réalité, elle est 150 fois moins dense que sur la Terre, donc ça pose vraiment un problème pour ralentir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les missions robotiques martiennes, les rovers Curiosity, Opportunity, ils sont obligés d'inventer des systèmes particuliers pour pouvoir poser avec une grue de la charge utile sur la surface de Mars. Si on imagine un vol habité, il va falloir prévoir le matériel pour pouvoir survivre sur Mars, parce qu'on ne va pas pouvoir faire un touch and go, étant donné la dynamique de Mars et de la Terre dans le système solaire. C'est 6 mois de voyage,
Et ensuite, il faut rester 6 mois sur place pour avoir de nouveau une fenêtre favorable pour revenir, et ça prend à nouveau 6 mois. Donc le ticket minimum, c'est 1 an et demi à peu près. Et donc, on imagine très bien que pour faire vivre un équipage pendant 1 an et demi, il faut du matériel, il faut des ressources, il faut énormément de charges utiles. Et pour pouvoir amener tout ça sur Mars, freiner toute cette masse, se poser et le déployer, je pense qu'il y a encore beaucoup de défis auxquels il faut répondre. Il faut aussi qu'on continue à progresser sur la partie humaine de réathlétisation. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les astronautes quand ils reviennent d'une mission de la Station spatiale internationale où ils ont été pendant 6 mois en microgravité, ils sont quand même pas dans leur meilleure forme. C'est la même chose qui va se passer quand on va arriver sur Mars. Sauf que là, il n'y aura personne pour venir récupérer les astronautes et les réathlétiser. Il n'y aura pas d'installation pour pouvoir les remettre sur pied rapidement. Donc il faut vraiment imaginer toute une infrastructure pour pouvoir faire le voyage dans des conditions de sécurité raisonnables et pour pouvoir être opérationnel une fois qu'on est sur place pendant encore 1 an, 6 mois sur place et puis 6 mois de retour. Et je pense qu'on n'imagine pas bien à quel point l'environnement martien il est hostile. Donc comme je vous le disais, hein, c'est tellement peu dense qu'on est quand même assez proche du vide. Les écarts de température ils sont beaucoup plus importants que sur Terre. Hein. La variation au cours d'une journée, c'est de moins 80 à plus 15 degrés. La poussière de Mars, elle est chargée en électricité statique, elle se colle partout, elle est cancérigène. Vous avez le rayonnement cosmique, vous n'êtes pas protégé comme sur Terre par une magnétosphère active. Donc du coup, toutes ces questions-là, il faut qu'on ait des solutions technologiques pour pouvoir y aller de façon, à mon sens, raisonnable, avec un niveau de risque acceptable, éthique. Et c'est pour ça qu'il faut commencer par retourner sur la Lune. Parce que sur la Lune, il y a beaucoup des solutions dont on va avoir besoin sur la Lune qui seront applicables à Mars. Parce que sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. Donc finalement, quand on sait faire avec pas d'atmosphère, on sait faire avec 6 millibar. Parce que sur la Lune, il y a le même enjeu de pouvoir se poser. Parce que sur la Lune, il y a la même exposition au rayonnement cosmique. Et donc, il y a beaucoup de synergie entre ces deux destinations. Et je pense qu'il faut vraiment faire les choses les unes après les autres. Ça me paraît être un principe de bon sens. Et donc, retourner sur la Lune, le faire de façon prolongée, maîtrisée, être capable de travailler sur la Lune et pas seulement de s'y poser pendant quelques jours. Et à partir de là, je pense qu'on aura fait une bonne partie du chemin pour pouvoir s'aventurer un petit peu plus loin dans le système solaire. Julie, je peux rajouter juste un truc. Un autre challenge qui est vraiment tout nouveau, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des humains ne verront plus la Terre, ne pourront plus entretenir une conversation avec la Terre, et il n'y aura pas de scénario de retour d'urgence disponible. Alors que depuis Gagarine, il y a 63 ans, dans toute mission habitée, même les missions Apollo, on peut décider à tout moment d'avorter et de revenir le plus vite possible. Depuis la Lune, c'est 3 jours. Depuis l'orbite basse, c'est une demi-journée maximum. Et ça, c'est nouveau. Donc, ce que disait Loredana, le Gateway va nous apprendre un peu de cette partie-là. Mais vous partez vers la Lune, vous partez quoi qu'il arrive pour des mois et des mois, quoi qu'il arrive. C'est pour ça que moi, je milite pour que la première mission soit 2 vaisseaux minimum, comme Christophe Colomb, vous savez, alors de conceptions différentes, mais qui peuvent se sauver l'un l'autre. Mais c'est loin, c'est très loin, Mars. Vous ne voyez plus la Terre. Donc il faut devenir martien pour pas avoir de crise. Ouais, je pense, ça, effectivement, c'est vraiment un aspect, je pense, qui est important parce qu'on le réalise pas facilement, mais on n'a plus aucun accès direct. On peut même pas télécommander, par exemple, quelque chose, parce que les ondes électromagnétiques qui permettent de piloter un robot, qui permettent de communiquer quand vous êtes au téléphone, quand vous utilisez une application pour vous parler avec une vidéo, tout ça, ça se déplace à la vitesse de la lumière. Et étant donné que la lumière se déplace à une vitesse finie, et ça, malgré toutes les avancées de la science, on ne pourra pas changer ce fait-là. Eh bien, quand quelqu'un sera sur Mars, vous devrez attendre entre 20 et 40 minutes pour avoir la réponse, parce que Mars se situe, en fonction de la position des orbites, entre 60 millions et 400 millions de kilomètres de la Terre. Et ça, psychologiquement, techniquement, c'est un énorme enjeu. Merci beaucoup. Alors, on n'est pas encore prêt pour Mars, mais on se prépare à relever les défis, notamment grâce à un retour sur la Lune. Alors, je voudrais terminer cette conférence avec une citation de Thomas Pesquet, qui disait « Ensemble, nous pouvons aller plus loin ». L'exploration spatiale est l'un des rares domaines où le succès dépend autant de la coopération internationale. Chaque mission réussie est le fruit de la collaboration de milliers de personnes provenant de pays et cultures différentes, travaillant ensemble vers un objectif commun. Alors, je trouvais que c'était une très belle définition du vol habité. Et aujourd'hui, à notre échelle, sur ce panel, on avait différentes nationalités. On avait pilotes, historiens, ingénieurs, formateurs.
Le tout dans la salle du Conseil, qui est le symbole même de la collaboration entre 22 pays différents, ce qui montre bien que le vol habité, c'est avant tout une histoire de collaboration internationale et une aventure humaine extraordinaire. Merci à tous les quatre d'avoir été là ce soir pour partager votre expertise. Merci.